Essayer de trouver des idées neuves, des solutions aux problèmes de la société, eh bien, c'est le but d'un monde d'idées. Et aujourd'hui, on va tenter de voir ensemble si le nouveau parti anticapitaliste peut être, au-delà du mouvement de contestation, une force de proposition. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Vous êtes membre de la direction du NPA, ancien candidat à la présidentielle. Et c'est vrai que généralement, on vous entend beaucoup en réaction aux décisions des autres. Alors, imaginons que vous soyez au pouvoir. Et on va commencer par l'économie, si vous le voulez bien. Les entreprises, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous tolérez l'entreprise privée? Est-ce que vous nationalisez les moyens de production? Qu'est-ce que vous faites? On fait en sorte que dans le monde du travail, de façon généralement, les fruits de la production reviennent aux producteurs. Voilà. Donc derrière cette formule-là, ça veut dire qu'on essaie de mettre à bas un système d'exploitation. Parce que derrière patron, par exemple, on peut mettre plein de réalités un peu différentes. Le petit artisan, le petit commerçant, à la limite, aujourd'hui, il fait qu'exploiter lui-même. Et le socialisme, le communisme, peu importe comment on l'appelle, le projet de société en tous les cas pour lequel je me bats, c'est pas la nationalisation des salons de coiffure. C'est la réappropriation des grands moyens de production, les plus importants, c'est-à-dire ce qui touche par exemple au domaine du crédit, de la banque, au domaine de l'énergie, au domaine des moyens de communication. Voilà, c'est des secteurs où là, on pense qu'en effet, on doit exproprier les spéculateurs, les actionnaires, et donc le mettre sous contrôle public. C'est ça fondamentalement. Donc expropriation des grandes entreprises. En revanche, les PME... Mais le problème, c'est pas derrière les PME, pareil, il y a des réalités complètement différentes. Il faut savoir qu'en France, vous jugez comment? Enfin, comment je juge que par exemple entre une entreprise qui a 499 salariés et puis quelqu'un qui a 2 ou 3 employés, c'est absolument pas la même chose. Donc le problème, c'est d'abord du point de vue de l'utilité économique qu'il faut se placer. Et nous, fondamentalement, ce qu'on propose, c'est de changer le logiciel de l'économie de marché, parce que le logiciel de l'économie de marché, c'est une société où en gros on va dire on produit d'abord dans le cadre des entreprises et ensuite on va se poser le problème de l'attribution des ressources simplement après coup. Et ça fait une société où on peut avoir du gaspillage d'un côté, on va avoir de la misère de l'autre, des gens qui vont s'enrichir qui vont être extrêmement minoritaires, le chaos climatique. Changer le logiciel, ça voudrait dire partir d'abord de ce qui est nécessaire du point de vue de la production, c'est-à-dire ce dont on a besoin, ce dont la collectivité a besoin, en France, en Europe, dans le monde. Donc on part de la satisfaction des besoins, et une fois qu'on a discuté collectivement des besoins réels, on va établir, et seulement après coup, la production. Donc c'est un rapport différent entre la production et le monde de l'entreprise. Il y a des besoins qu'on n'imagine pas, en fait. Par exemple, des smartphones, il y a 20 ans, on ne pouvait même pas imaginer que ça existait. Non, mais ça, les innovations technologiques, il n'y a pas de contradiction a priori entre, et au contraire d'ailleurs, puisque le domaine de la recherche, c'est typiquement un domaine où on aurait besoin d'investissement. D'ailleurs, le problème, il y a un débat tronqué en France, c'est-à-dire on dit on a besoin des investisseurs. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'investissement. Mais le vrai débat, c'est qui contrôle justement ces investissements? Est-ce que c'est une minorité de personnes qui va s'accaparer le fruit du travail des autres, ou est-ce que précisément la collectivité peut s'emparer de cet investissement? Donc des investissements publics, ça existe, parce que l'argent des impôts, ça sert aussi à ça, mais c'est pas que ça. La société actuelle, nous on part de l'idée que la société capitaliste, on essaie d'imaginer une société où on va en finir avec la spoliation des producteurs, parce que tous autant qu'on est, et ça c'est la grande contradiction des temps modernes, c'est que, je vais prononcer un mot un peu grossier, je m'excuse, j'espère que tout le monde ne va pas tout de suite nous quitter, mais les prolétaires au sens marxiste du terme, ceux qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle, ils n'ont jamais été aussi nombreux, peut-être 80 voire 90% de la population actuellement. Or, on n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister. Or, tous autant qu'on est, vous en tant que journaliste, moi en tant que postier, quelqu'un qui va travailler sur une chaîne de montage, une salariée qui va être qui va être une caissière de supermarché, tous autant qu'on est, ce qu'on rend à notre employeur le soir, c'est pas la même chose que ce qu'on a trouvé le matin. On a donné une valeur ajoutée à ce qu'on a produit, que ça soit sous forme de biens, de richesses, de services. Et la différence entre ce qu'on a valorisé et notre salaire, eh ben vous verrez qu'elle est énorme. Et ça, c'est le fruit de la spoliation. Donc nous, on essaie d'imaginer une société où le fruit de nos réalisations essaye d'être redistribué entre toute la collectivité et soit pas accaparé une nouvelle fois par une petite minorité d'individus. Olivier Besancenot, sur la question du libre-échange, est-ce que vous autoriseriez des entreprises étrangères à vendre en France, ou est-ce que vous instaurez des barrières douanières? Est-ce que vous... Non, moi je suis pas parti. Je pense que les frontières protègent de rien, et surtout pas des idées chauvines. Elles sont efficaces en rien du tout. Et tout ce qu'on imagine nous, c'est-à-dire le type de société que je définis, on peut pas l'imaginer en autarcie. Donc ça ne peut marcher en effet que si au-delà de la France, il y a la construction d'une autre Europe. Moi je suis radicalement opposé à l'Europe actuelle, l'Europe libérale, l'Europe de l'austérité. Sur l'Europe. Mais oui, mais on peut pas imaginer les échanges économiques aujourd'hui. Alors
Nous, on est pour, d'un point de vue écologique, par exemple, établir des productions qui soient pas celles de la mondialisation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes de montage, des chaînes de fabrication qui font le tour du monde. Ça fait beaucoup de production. On peut imaginer un type de souveraineté alimentaire du point de vue de l'agriculture, faire des unités de production qui rapprochent le producteur du consommateur. Ça, c'est une chose. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée des barrières douanières, des frontières, et avec l'idée qu'en gros, on continuerait à s'opposer les uns aux autres. Parce que moi, c'est pas l'idée que j'ai du monde, et c'est pas l'idée non plus que j'ai de la rationalité économique. Et le problème du capitalisme, pour nous, c'est que c'est une société en plus qui est pas rationnelle. Pas de barrière. Donc, sur les salaires, à combien estimez-vous raisonnable l'écart entre les plus hauts et les plus bas salaires dans votre société? Nous, on a déjà proposé des écarts de 1 à 5, à 1 à 10. On peut discuter du chiffre, mais en tous les cas, c'est de sortir de l'absurdité. Mais qui les fixe d'ailleurs? Qui fixerait les salaires? Le salaire du boulanger, du romancier, du chômeur? Ce qui n'est pas un salaire, le chômeur en l'occurrence, c'est pas un salaire. Mais la question qui est posée, c'est d'imaginer comment on peut pas. Si on parle du point de vue de la société pour laquelle on se bat, c'est-à-dire on se projette vers le futur. Le problème, c'est pas d'imaginer les salaires comme on les a actuellement, c'est d'imaginer aussi qu'on vit dans une société où il y a toute une série de prestations qui deviennent gratuites. Voilà, donc il faut aussi avoir ça en tête. Donc par exemple, nous, l'estimation, c'est à la fois l'estimation d'un certain nombre. Gratuite ou offerte? Non, pas offerte, parce que c'est pas en race gratis. Gratuité, c'est par exemple dans le domaine du soin, l'éducation, dans le domaine du quatrième âge, dans des domaines essentiels, on généralise la gratuité. Voilà. Ensuite, la question des salaires, c'est diminuer au maximum les écarts. Du coup, j'allais dire, on pourrait peut-être déjà utiliser l'argent de nos impôts à financer les services publics, ce qui est pas le cas actuellement, tout le monde a noté, enfin, j'imagine que tout le monde constate actuellement qu'on ne paye pas forcément moins d'impôts, on va dire ça light. Pour autant, nos services publics, ils sont en train de partir en vrille, donc c'est qu'il y a un problème. Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle, invité d'un monde d'idées. On se retrouve tout à l'heure, vous nous direz ce que vous feriez dans le domaine social si vous étiez au pouvoir. On fait un peu de politique fiction depuis ce matin avec Olivier Besancenot, en imaginant ce que ferait le NPA s'il était au pouvoir. On parlait d'économie tout à l'heure, Olivier Besancenot. Évoquons maintenant les grands problèmes de société. Sur l'immigration, par exemple, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous ouvririez les frontières aux travailleurs étrangers? Oui. On est favorable à la liberté de circulation, à la liberté d'installation, et donc ça implique des rapports égalitaires entre les uns et les autres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui tout est tronqué. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure, d'un point de vue économique, l'idée qu'on ne pouvait pas fonctionner en autarcie. Mais aujourd'hui, le monde étant mondialisé, tout le monde a un GPS et tout le monde sait où se trouvent à peu près les pays les plus riches. Donc ceux qui prétendent aujourd'hui qu'on peut mettre des frontières partout et qu'on empêchera les flux migratoires, non seulement c'est inefficace dans les faits, puisqu'il y a des milliers de personnes qui iront jusqu'à se tuer par hasard si malheureusement la mer Méditerranée est devenue un cimetière géant où chaque jour, pratiquement, il y a des immigrés qui viennent mourir parce qu'ils tentent le tout pour fuir soit la misère, soit les guerres. Et puis politiquement, et d'un point de vue même humaniste, c'est pas la conception que j'ai du monde. Voilà, moi, je suis pas pour opposer les peuples les uns aux autres. Et je crois que la seule frontière, moi, que je reconnaisse, c'est une frontière sociale qu'opposent les exploiteurs aux exploités. Et en tous les cas, pas des frontières géographiques. Et à titre personnel, je le dis et je le redis, j'ai toujours plus de points communs avec un Africain qui va être dans la misère, avec un salarié grec qui va se mobiliser. Mais ça, c'est des très belles idées, Olivier Besancenot. C'est pas des idées, ensuite, c'est du vécu. Ensuite, c'est compliqué à gérer au quotidien, on le voit dans l'actualité. Par exemple, tiens, sur la question des camps de Roms, qu'est-ce que vous feriez? Je démantèlerai sûrement pas les camps de Roms, et puis je participerai comme d'autres, aujourd'hui, puisque sur le terrain il y a toute une série d'associations humanitaires, de militants des droits de l'homme qui cherchent à trouver des solutions concrètes. Mais pardon, là c'est une blague. Je ne sais plus combien le chiffre réel de Roms qui sont en France. Je crois que c'est 20, 30 000, je ne sais plus. Mais enfin, c'est une goutte d'eau, c'est rien. Là, on est typiquement dans la stigmatisation. Et moi, on ne me fera jamais dire autre chose, si vous voulez. Je sais quel est le choix des politiques quand ils font ça. On s'en prend à ceux qui sont, entre guillemets, les moins cotés, ceux qui auront le moins de soutien de la population, sauf qu'il faut savoir que quand on s'en prend aux uns, derrière, il y en a d'autres qui attendent, et on est toujours l'immigré de quelqu'un d'autre à ce jeu-là. Donc la question, c'est en effet là, pour le coup, un vrai choix de civilisation et de ce qu'on fait. Et pour les quelques tentatives, il n'y en a pas eu 10 000, mais de temps en temps, il y en a eu dans l'histoire, y compris pas dans l'histoire lointaine, de régularisation massive de sans-papiers. Ça n'a pas fait l'appel d'air dont on parlait, quand Mitterrand l'a fait au début des années 80, il n'y a pas eu le fameux appel d'air que tout le monde aujourd'hui
nous présente comme un drapeau rouge, comme un chiffon rouge pour attirer tout le monde. Donc voilà, donc là je pense que Alors, là c'est vraiment typiquement à l'heure. Pas de frontières. Parallèlement, si un nombre de Français fortunés souhaitent s'expatrier vers la Belgique, vers la Suisse, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que j'étais pour la liberté de circulation, je suis pour la liberté de circulation pour tout le monde. Donc si, admettons qu'il y a un gouvernement anticapitaliste issu de grandes mobilisations en France, je le dis d'entrée de jeu, ils auront le droit de partir en Suisse avec leur petite valise, leur famille sous le bras, probablement une partie de leur fortune personnelle, mais les vraies richesses, leur vraie richesse, qui fait que quand on prend les 500 plus grandes fortunes, c'est-à-dire leurs entreprises, elles resteront ici. Parce que les vraies richesses, et ça rejoint la discussion du départ, c'est nous qui les créons. Les richesses, c'est 90% de la population qui au quotidien les alimente, c'est des savoir-faire, c'est des usines, c'est des machines. Et ça, d'abord, il n'y a pas suffisamment de place dans leur valise pour qu'elles partent avec. Voilà. Et ça, du coup, ce serait placé en effet sous le contrôle de la population. Allez, un autre problème de société. Est-ce que vous toléreriez les signes religieux, le port du voile intégral, par exemple? Nous, on est pour une société laïque, donc ça implique le vivre ensemble et une séparation claire entre les institutions religieuses et les espaces, et les institutions publiques. Maintenant, on est pour la liberté de culte, voilà. Et ça, c'est vrai pour toutes les religions. Donc aujourd'hui, là aussi, pour revenir à l'actualité, puisque là, on revient à l'actualité plutôt que à la société dans laquelle on pourrait se projeter. C'est des problèmes qui se posent au quotidien. Oui, voilà. Là, mais là, on revient dans l'urgence, parce que dans le type de société qu'on imagine, j'imagine aussi une part d'épanouissement personnel qui fait que peut-être plutôt que de se réfugier dans une quête religieuse, ou peut-être quelle que soit la religion, d'ailleurs, certains vont revenir. Il y a des gens qui s'épanouissent dans la religion. Mais je ne dis pas le contraire. Moi, je porte aucun jugement de valeur là-dessus, mais je dirais qu'il y a aussi une valeur, comme une espèce de valeur refuge. Voilà. Bon, le voile intégral, on l'autorise ou on l'interdit? Ah non, mais moi je suis contre toutes les lois qui ont été proposées actuellement. Je pense qu'il y a un climat islamophobe en France et je le combats. Et nous, on se bat pour une société où il y a un point d'équilibre entre les droits des femmes, la laïcité et le combat nécessaire contre l'islamophobie ou contre toute forme de stigmatisation raciste ou religieuse. En matière d'éducation, qu'est-ce que vous faites des écoles catholiques? Nous, on est pour un service public. Alors maintenant, nous, on a toujours eu un slogan qui vaut ce qu'il vaut, mais l'argent public à l'école publique et qu'à l'école publique. Voilà. Donc, on pourrait imaginer une société où la liberté de culte est telle que certains veulent continuer à avoir ce type d'enseignement. Ça fait discussion, y compris dans nos rangs. Mais moi, en tous les cas, j'ai une vision assez large de la liberté de culte. Mais en revanche, c'est pas avec l'argent. Pas avec l'argent public, pas financé avec l'argent public d'une manière ou d'une autre. Olivier Besancenot, invité d'Un Monde d'Idées aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour le 3e volet de cette interview. Quelles propositions politiques concrètes pouvez-vous nous faire? Eh bien, c'est la question que l'on pose depuis ce matin à Olivier Besancenot, ancien candidat NPA à la présidentielle. Alors, on a parlé d'économie, on a parlé des problèmes de société. Passons aux institutions, au fonctionnement de notre démocratie. Olivier Besancenot, alors, président, parlement, parti politique, j'ai envie de vous poser une question pas trop fermée. Est-ce que vous avez des idées pour régénérer notre système politique? Oui, monsieur. Plus que régénérer, je pense que c'est une vision, une pratique complètement différente de la politique actuelle. La politique actuelle, c'est une politique, pas simplement spectacle, c'est un métier. Les gens vivent de la politique, ils vont faire carrière dans la politique. Donc il faut déprofessionnaliser la politique, et ça, c'est des solutions très concrètes. Par exemple, il ne faut pas simplement interdire le cumul des mandats dans les institutions, il faut faire en sorte qu'il y ait la rotation qui soit obligatoire, c'est-à-dire qu'on impose un certain nombre de mandats, genre 2 mandats maximum, et ensuite on laisse sa place à d'autres et on retourne au travail et on laisse justement venir dans les assemblées ceux qui bizarrement n'apparaissent si peu sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire tout à chacun. Et il faut aussi, proposition concrète, du coup, fixer la rémunération des élus. Il faut que par exemple, comme règle... Aujourd'hui, ils sont trop payés ou... Ah oui, mais c'est pas simplement trop payé, c'est pas pour faire de... Le problème, c'est qu'on peut pas dire qu'une classe politique nous représente quand elle vit avec plus que ce que gagne 80% de la population. Donc il y aurait une règle simple, c'est que en gros, on soit payé à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population quand on fait un mandat. Donc nous, on ne fait pas de démagogie. Si on a un système qui combine, et nous, on le propose, de la démocratie directe et du suffrage universel, quand on a un mandat, il faut le faire correctement. Donc on s'extrait de son travail et on fait les choses. Par contre, il faut trouver la possibilité d'avoir un système qui nous permette ensuite de retourner au travail. Et vous savez, c'est des règles qui sont vieilles, comme la Commune de Paris en 1871. Et puis, pour la possibilité du contrôle populaire, il faut pouvoir, par exemple, révoquer les élus en cours de mandat. Si on pense, par exemple, qu'on a été trahi, ce qui arrive quand même de temps en temps, vous l'avez noté, il faudrait, par exemple, imaginer un système où sur une circonscription, après on peut discuter de la proportion, mais je sais pas, un quart, un tiers, un cinquième de la circonscription par voie de pétition désire avoir un nouveau suffrage, et il y a un nouveau suffrage qui est organisé. Sur la question du Front National, vous le tolérez ou vous l'interdisez? Non,
Je suis vraiment pas copain avec le Front National, je suis un militant antifasciste, antiraciste, mais je pense que l'interdiction, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est pas une bonne solution, c'est la vraie fausse bonne solution. C'est tentant, évidemment, quand on est clairement antiraciste et anti-extrême droite, mais d'abord, à chaque fois que ça s'est fait, ça produit rien, parce qu'une organisation dissoute, elle peut renaître le lendemain avec un nouveau nom. Vous aurez fait que la martyriser un peu plus, et puis quand on veut s'attaquer à une maladie, on casse pas le thermomètre, on s'attaque aux racines du problème. Et les racines du problème, c'est ce qui fait aujourd'hui le lit de l'ascension du Front National, et ce qui explique l'ascension du Front National, c'est la crise économique dans laquelle on est, cette espèce de désespérance, et comme il y a une absence de perspective, je dirais, d'émancipation à gauche, pour redonner de l'espoir, et porté par des mobilisations sociales, c'est le discours haineux qui est en train d'emporter. C'est une vraie course de vitesse. Donc, pour répondre très concrètement, je ne suis pas pour l'interdiction. Et l'Union européenne, alors on évoquait, on disait un tout petit mot ce matin, en l'état actuel des choses, vous êtes au pouvoir, vous la quittez ou vous restez ? On fait une autre Europe, on incite pas, on peut pas imaginer que... Attendez, vous êtes président de la République française, non, pas mais encore... Là, si vous avez bien compris ce que je vous dis, on imagine d'autres institutions, c'est-à-dire on n'imagine pas Olivier Besancenot au pouvoir comme ça, on imagine un autre type de gouvernement, un autre type d'assemblée, un autre type de démocratie, mais on peut pas imaginer cette effervescence sociale et démocratique dans un pays sans qu'elle ait lieu dans d'autres pays. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est pour sortir des traités européens existants, de Maastricht, d'Amsterdam ou du traité précédent qui vient de passer, ou même du pacte européen de stabilité budgétaire. En revanche, on est pour la construction d'une autre Europe des travailleurs et des peuples. Ça veut dire quoi ? On pourrait par exemple imaginer qu'un gouvernement anticapitaliste qui arrive par exemple en France propose à tous les peuples européens la mise en place d'une assemblée constituante européenne qui serait une assemblée où l'ensemble des pays sur la base du suffrage universel pourraient envoyer des délégations dans une assemblée dont la seule fonction serait de discuter sous le contrôle des discussions populaires d'institutions européennes qui seraient faites cette fois-ci par et pour les peuples, c'est-à-dire un fonctionnement européen qui ne fonctionne pas comme actuellement du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, où on prenne le meilleur des législations sociales ou démocratiques de chacun des pays pour en faire profiter à tous, c'est-à-dire sur des questions de société, le droit à l'avortement effectif dans l'ensemble des pays de cette Europe-là, ça veut dire des salaires minimums européens, ça veut dire des services publics européens, ça veut dire un service public bancaire européen, pas la Banque centrale européenne actuelle, voilà, ça veut dire la construction, donc c'est une rupture avec l'Europe actuelle, mais une perspective internationaliste, j'insiste là-dessus, parce que on est anticapitaliste, mais nous, on n'est pas nationaliste. Voilà. Et je pense que le nationalisme à gauche, de la gauche, dans le mouvement ouvrier, historiquement, on sait que c'est du poison. Un dernier mot, Olivier Besancenot. Est-ce que vous êtes très attaché au suffrage universel ? Est-ce que vous pensez que l'action politique violente peut parfois être justifiée ? Ça n'a rien à voir. La question de la violence en politique, elle est réelle. Elle est réelle, mais elle est déjà posée dans le cadre de la société actuelle. La violence, on la subit tous les jours. Maintenant, si vous me demandez... comme internationaliste que je peux penser de certains qui aujourd'hui dans des pays qui affrontent des dictatures, qui affrontent des processus contre-révolutionnaires, je pense à nos camarades par exemple en Tunisie, la question de la violence pour l'instant ils la subissent. Donc on pourrait imaginer que ces révolutions en cours en Italie, se protègent. Ça fait partie de l'histoire du mouvement ouvrier, mais là c'est pas la question qui m'est posée. Si vous me posez la question de l'avenir, nous on est pour une société où le socialisme et la démocratie soient compatibles. Ça implique le suffrage universel, la liberté de la presse, le pluralisme en politique, mais aussi de la démocratie directe. Parce que le suffrage universel, c'est un instant de citoyenneté. Vous avez le droit de peser 5 minutes dans un isoloir. Et puis après quoi ? Plus rien. Il y a des politiciens professionnels qui sont là pour vous dire ne venez surtout pas vous immiscer là où finalement se décide votre propre destin. Donc il faut une combinaison et du coup la démocratie directe, ça veut dire aussi décider de tout ce qu'on peut décider au plus près, dans des quartiers comme dans des entreprises. Et ça, c'est une vraie divergence avec beaucoup de partis institutionnels. Nous, on pense que la population est mieux placée que n'importe qui pour justement estimer ses besoins, savoir combien il faut de crèches, d'écoles, de transports publics dans un quartier, savoir comment il faut produire, avec qui il faut produire. Maintenant, comme on sait qu'on ne peut pas tout décider localement, parce qu'il y a des choix qui nécessitent une coordination, et on pense qu'il y a un système qui peut permettre de déléguer, d'envoyer justement nos représentants dans des assemblées, mais qui du coup sont contrôlés par la base. Donc c'est cet équilibre-là, suffrage universel et démocratie directe. Merci Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle. Merci d'avoir joué le jeu, et on peut évidemment retrouver l'intégralité de cette émission, le podcast et la version vidéo sur franceinfo.fr.